tous. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler de la gestion de crise et de ses limites. Donc aujourd'hui plus que jamais, il n'est plus question de savoir si ça peut arriver, une cyberattaque, mais plutôt quand est-ce que cela va arriver. Par rapport à ça, on a un État qui commence à réglementer pour à la fois se protéger ses actifs, mais aussi aider les entreprises et les forcer d'une certaine manière à se protéger. De l'autre côté, les entreprises vont s'organiser, commencent à s'organiser à travers des briques techniques, des briques fonctionnelles, des processus. Donc on parle de CERT, de SOC, de sensibilisation, d'outils de détection, de réponse à incidents et de gestion de crise. Donc la gestion de crise, ça passe par trois briques. Une organisation, une cellule opérationnelle et décisionnelle, des moyens, qui peuvent être physiques ou opérationnels, et des processus, pour pouvoir faire travailler tout ça ensemble. Donc avec un objectif majeur, enfin avec des objectifs majeurs qui sont limiter les impacts pour l'organisation d'une cyberattaque, mais également maintenir l'image et la confiance des clients et des investisseurs. La confiance, c'est quelque chose qui est d'autant plus vrai aujourd'hui dans un monde immatériel et dans un monde de services où ça devient la base de l'activité. Donc il y a des impacts très importants en cas d'erreur dans cette gestion de crise, et c'est de ça dont je vais vous parler à travers quelques exemples. Donc, le premier exemple, à travers Equifax, donc les faits, on a un communiqué de presse qui est fait par la direction générale de l'entreprise, comme quoi des accès frauduleux se seraient produits entre mai et juillet 2017, entraînant des vols de données. La société détecte cette intrusion fin juillet, elle met des moyens en place pour que l'intrusion soit stoppée, et on apprend en fait que 140 millions de consommateurs, donc des Américains, des Canadiens, et des Britanniques seraient impactés à travers une fuite de données sur des noms, des adresses, des numéros d'assurance sociale et dans certains cas, des numéros de carte de crédit. Alors les erreurs dans la communication, la première, elle est un petit peu structurelle, c'est que le consommateur n'avait pas connaissance que Equifax possédait ces données. Ensuite, une erreur plutôt technique, c'est qu'à un moment donné, Equifax a mis en place un portail à destination de ses clients pour qu'ils puissent s'assurer, en tout cas savoir s'ils étaient impactés. Donc sur ce portail technique, il y a eu deux erreurs. La première, c'est que le nom de domaine en fait, qui était associé à ce portail n'était pas un nom de domaine de confiance. C'est un nom de domaine qui a été créé. Donc vous le voyez, equifaxsecurity2017.com. Du coup, certains attaquants en ont profité pour faire du phishing, donc de l'hameçonnage au niveau des victimes. Donc, perte de confiance envers le portail. Autre point important, c'est que quand l'utilisateur se connectait sur ce portail, on avait bien un certificat HTTPS, mais auto-signé. Donc les navigateurs mettaient une erreur. Donc autre problème de confiance pour les utilisateurs. Et enfin, pour ceux qui est allés un petit peu plus loin et qui ont commencé à lire les conditions générales du service, on s'est aperçu que si on vérifiait, en fait, finalement, si on était impacté, on acceptait le fait de ne pas pouvoir intenter d'action en justice auprès d'Equifax. Alors, tout ça, c'est vrai ça a créé un petit peu de buzz sur Internet, et notamment à travers Twitter, et on a eu un impact vraiment important sur l'image de l'entreprise. Voilà. Dernière révélation également, c'est que des cadres dirigeants auraient revendu leurs actions juste avant l'annonce du PDG. Impact direct. Je pense que sur le graphique, vous voyez à peu près quand est-ce que l'annonce de la PDG a été faite. C'est vrai qu'on a eu un impact direct, c'est-à-dire que l'action est passée de $140 à $90, perte de confiance des utilisateurs, des clients, des marchés, avec une action qui aujourd'hui, donc 5-6 mois plus tard, n'est pas encore revenue à son état normal. On sait qu'à moyen terme, des actions en justice groupée, des class actions sont en cours, enfin en tout cas vont être lancées, et de façon un petit peu plus profonde, on a une atteinte à l'image de la société et sur l'intégrité de ses dirigeants. Dernier impact, démission du PDG à l'issue. Autre exemple, donc le cas Uber. Donc, pareil, de la même manière, on a un PDG qui est fraîchement nommé pour notamment redorer l'image de la société, annonce que 57 millions d'utilisateurs sont impactés par un vol de données. Donc voilà, toutes les données ont été leakées, et 600 000 chauffeurs. Donc dans le communiqué, il est précisé que dans ce leak, on aurait uniquement des noms, des mails, des mobiles et des numéros de permis de conduire.
tout ce qui est historique des trajets, numéro de carte bancaire, tout ce qui est numéro de sécurité sociale, tout ça n'apparaîtrait pas dans ce leak-là. Autre point important en fait dans le communiqué, c'est que la société annonce donc à la place, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, on a fait tout ce qu'il fallait, voilà, pas de problème, sans vraiment dire ce qui s'était passé. Donc les erreurs, bon, la première c'est la dissimulation de l'attaque. L'attaque a eu lieu 1 an auparavant. Donc, pendant 1 an, la société a dissimulé cette attaque. Elle a été obligée d'en parler quand un salarié un petit peu mécontent a commencé à diffuser l'information. Ensuite, les mesures prises par l'entreprise pour protéger ses clients ne sont pas très claires, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Dans la presse est sortie une première dépêche où on annonce que finalement Uber aurait payé les hackers pour détruire ses données. Plutôt présenté de cette manière-là. Par derrière, en analysant un petit peu, on s'aperçoit que ce serait passé par leur programme de bug bounty. Donc d'une certaine manière, une façon de masquer une perte et probablement une demande de rançon. Donc les impacts, donc une déstabilisation de la société, évidemment, perte de confiance des clients, évidemment dans un contexte déjà un peu compliqué par rapport à l'image, et perte de l'engouement des investisseurs. Donc, vous le voyez sur le premier graphique, donc celui de gauche, avec la capitalisation boursière en fait en milliards de dollars de la société, on voit vraiment une décélération. Dans un contexte, je vous le disais, où cette société ne gagne pas d'argent et au contraire en perd, et de plus en plus. Donc, atteinte à l'image de marque, collaboration avec des hackers, essayer de masquer un petit peu la façon dont on les a rémunérés, et au final, le licenciement du RSSI et de son adjoint, quand même. Donc pour conclure, en fait, on voit bien que les images d'une cyberattaque vont bien au-delà du seul impact direct sur l'activité, impact sur l'image, avec un écroulement du cours en bourse, des investisseurs qui deviennent frileux, de suspicion sur tous les mouvements financiers, tous les mouvements de capitaux qu'ils peuvent avoir après autour de la société. Et à moyen terme, le lancement d'actions groupées via des class actions et des amendes suite au non-respect de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel dans le contexte actuel, dans le contexte américain, dans le contexte CNIL français, et évidemment on se projette dans le futur avec la GDPR en mai 2018.